Bonsoir à tous. Bienvenue à la 10e séance de refrain littéraire. Donc, comme vous le savez, on avait pris une pause à cause du Covid et de la situation du pays. Donc, pour l'année 2021, c'est notre première séance. Donc, nous tenons à remercier le Centre PEN, Bibliothécom, Réclame la Caille, Léo Service et Nick Stevenson, sans qui cette activité ne serait pas possible. Cet après-midi, nous recevons Muriel Michma, son nom de plume, de son vrai nom Muriel Joseph, et Gary Victor, qui vont nous présenter leur dernier ouvrage, le 5e tome de Dossier interdit de Gary Victor, et pareil à Celle qui suit ma trace de Muriel. Donc, bonsoir Muriel. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonsoir tout le monde. Donc, Muriel, je vais te demander de te présenter puisqu'il s'agit de ton premier ouvrage. Oui, en effet. Ok, je suis Muriel Michma. Est-ce que je parle assez fort? Pas trop. Oh là là. Bon, je vais essayer. Le centre a un micro. Le centre a un micro. Je pense qu'il va donner leur micro. Est-ce que je dois attendre ou bien? Ah, ok. Ça va. Mhm. Ok. Merci. Okay. Ça mieux maintenant? Oui. Ok, d'accord. Oui, je suis Muriel Michma, comme elle vient de dire. Mon vrai nom, c'est Muriel Joseph. Et pareil, c'est mon tout premier roman. C'est un roman érotique. J'adore l'érotisme, c'est-à-dire les textes à caractère sexuel, tout ça. Et j'ai jugé nécessaire d'écrire cet ouvrage parce que, étant une personne épanouie, si je peux dire, je me suis dit qu'en écrivant ce livre, je pourrais aider les jeunes, en quelque sorte, à être aussi épanouis que moi. Et bien que mon épanouissement, c'est dû à un homme marié, je peux dire, mais qu'importe. Ce n'est pas vraiment la personne qui compte, c'est le fait d'être vraiment épanoui sexuellement. Parce que, et le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien quand on le fait. Alors, je ne vois pas pourquoi on est obligé je sais pas, de se cacher, de former un petit groupe lorsqu'on parle de sexe. Pourquoi ne pas en parler librement? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai osé. Non seulement j'ai osé avec ce que j'ai écrit, j'ai osé aussi avec la page de couverture, étant donné que c'est un livre qui parle de deux maîtresses qui racontent leur vie sexuelle avec des hommes mariés. Donc, j'ai jugé nécessaire d'utiliser la photo de deux femmes nues pour illustrer l'ouvrage. Et c'est vrai, je reçois des commentaires de certaines personnes qui me disent pourquoi utiliser deux femmes nues, tout ça, etc. Mais je pense que en 2021, franchement, il est plus que temps que nous soyons, disons, plus ou moins ouverts d'esprit, etc. Donc, pareil, encore une fois, c'est dans ce livre, les scènes sont vraiment, vraiment très détaillées et des détails vraiment croustillants, je peux dire. C'est ainsi que je décris certaines choses parce que je n'écris pas les choses à moitié. Lorsque je parle, oui, c'est ça. Je dis tout ce qui me... Bon, pas tout ce qui me passe par la tête, mais disons que j'aime détailler, voilà. Je dis les choses telles qu'elles sont et je ne, comme on dit en créole, pas brosser bagaille. Donc voilà, et pour ceux qui ne l'ont pas encore, l'ouvrage est disponible. Pour ceux qui l'ont déjà, ils savent de quoi je parle. Ils peuvent l'offrir à d'autres personnes. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un livre que vous pouvez lire en couple. Avec votre copain, votre copine. Donc, c'est très intéressant. Vous m'en direz des nouvelles. Encore une fois, merci d'être là. Je ne parle pas beaucoup, mais je préfère interagir. On me pose des questions, je réponds, voilà. Merci. Merci Muriel.
Donc, je sais que Gary se passe de présentation, mais je vais quand même lui demander brièvement de se présenter pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, ce qui m'étonnerait, et de présenter aussi son 5e tome. Et bonsoir tout le monde. Il y aurait trop de choses à dire. Je suis tellement vieux. Donc, je vais un petit peu présenter le dossier interdit tome 5. Il faut dire que c'est une longue aventure dossier interdit. J'ai commencé à publier les dossiers interdits à Ticket Magazine. J'ai eu une première aventure avec Ticket Magazine, c'était avec Le Revenant. On a eu 2 séries du Revenant. Et ensuite, quand j'ai terminé avec Le Revenant, j'ai commencé avec les dossiers interdits. C'était un peu dans les années 2014, 2015. Je me perds un petit peu. Alors, comme Ticket Magazine m'avait dit de continuer avec une série, j'avais pas trop d'idées et je me suis souvenu que il y a de cela 20 ans, il y avait une série que j'avais commencé à Radio Métropole, et même plus que 20 ans. En 92, 93, ça avait déjà plus que 20 ans. Et j'avais créé un personnage qui s'appelait René Wari, c'était à Radio Métropole. Et qui interprétait le rôle de René Wari? C'est quelqu'un pour qui j'avais une estime extraordinaire, c'était Master D. Est-ce que quelqu'un connaît Master D? Eh bien, c'était Master D qui interprétait le rôle de René Wari. Master D, c'était quelqu'un, bon, on le connaît comme un rappeur, comme un musicien, mais c'était le jeune le plus brillant, le plus cultivé que j'ai rencontré de ma vie, Master D. Georges Lys Erard. C'est quelqu'un qui lisait, c'était un jeune brillant, extraordinaire. Et c'est lui qui interprétait le rôle de René Wari. Il aimait tellement ses histoires. On avait enregistré à peu près une dizaine d'épisodes pour Radio Métropole. On avait ensuite arrêté. Il était mort, il était tombé malade, il était mort. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de reprendre la même idée. Une agence de détective privé spécialisée un peu dans les trucs absurdes, les trucs mystiques, etc. Bon, moi, j'ai toujours aimé le genre fantastique, le merveilleux. J'aime l'humour, j'aime la fantaisie. J'aime un peu jouer avec nos peurs, avec nos superstitions, avec nos préjugés. Et donc j'ai publié 4 premiers tomes de dossiers interdits. Et comme on a discontinué cette publication sur Ticket Magazine il y a quelques années, j'ai voulu clore la série avec le tome 5, qui est quand même un peu différent. Parce que dans les 4 premiers tomes, ce que j'avais fait, c'était de choisir les meilleures nouvelles parues dans Ticket Magazine et d'en faire à chaque fois un recueil. Ce qui est arrivé, c'est que les 4 premiers recueils, il y a peut-être un petit problème de, comment je pourrais dire ça? C'est pas trop uni parfois et c'est un peu, j'ai trouvé un peu disparate. Mais le tome 5, j'ai écrit les 13 nouvelles uniquement pour en faire ce livre, qui fait pour moi, c'est le meilleur de la série. Donc, toutes ces nouvelles jouent un petit peu avec nos peurs. La première nouvelle qui s'intitule Les Dévoradores, qui débute un petit peu comme Indiana Jones avec ses archéologues qui après une fouille, vont réveiller un démon. Et on doit chercher un sorcier, un espèce de sorcier évangéliste pour effectuer l'exorcisme. Alors, il faut mettre tous ces démons dans des sacs de plastique, dans 72 sacs, et envoyer ces démons à la mer dans des sacs de plastique. Mais le problème qui arrive, c'est que ces sacs de plastique vont aboutir sur la côte sud, en Haïti. Et dès que quelqu'un en Haïti, dans la zone de Caille, Campérin, voit un sac de plastique rempli qui tombe sur la plage, eh bien, vous savez ce qui se passe. Oui, le sénateur, député, PNH, tout le monde plongé dans les sacs plastiques. Oui, donc l'histoire débute parce qu'il y a quelques sacs qui aboutissent au Palais national. Donc, c'est la première histoire. Ensuite, il y a aussi le Corona. J'ai joué un petit peu, il y a deux nouvelles qui jouent avec, bon, bien sûr, le Corona. Il y a une fameuse histoire de double que Émilie Prophète a lu une partie dans cette émission. C'est l'histoire d'un homme qui a la capacité de se dédoubler. Parfois, il les bails sa galipote. Donc, quand il va voir sa maîtresse, son double reste avec sa femme, tu vois. Et
Il y a plein d'hommes qui aimeraient avoir ce... Hein, pas vrai, Bolémo? Il y a plein d'hommes qui auraient aimé avoir ce pouvoir. Mais en fait, le problème qui arrive, c'est que quand il retourne, il a un mot de pouvoir qu'il doit dire, le double disparaît, il reprend sa place. Mais il arrive qu'un soir qu'il rentre, alors c'est l'histoire, il rentre, mais il est très jaloux. Il voit le double, il oublie que c'est son double, il a tellement bu, c'est tellement jaloux, il se regarde le revolver, il peut lui tirer son double. Et c'est quand le double meurt et qu'il se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Donc il tue son double et l'histoire débute ainsi. Donc il y a plein d'histoires, un peu les unes les plus curieuses que les autres dans Dossier interdit. Donc je ne vais pas tout raconter. Oui, c'est mon histoire préférée, cette histoire de double. Exactement. À l'oubli. Donc, plein d'histoires. Donc, voilà, donc, je pense que j'ai terminé avec la série de Dossiers interdits, avec les personnages de. Et moi, j'ai travaillé aussi avec des histoires un petit peu vraies, des choses que j'ai entendues. Il y a une bonne histoire, il s'appelle Aube. J'ai donné à Aube le nom de cette nouvelle, qui est, comme elle parle d'érotisme. En fait, Aube, c'est l'histoire d'une femme qui est dans une discothèque avec ses amis, et puis elle va aux toilettes et quelque chose se passe. Bon, je ne donne pas toute l'histoire, mais sauf qu'elle est possédée par un esprit. Un esprit qui la transforme en nymphomane, un esprit qui doit vivre avec ses orgasmes. Donc il faut qu'elle fasse l'amour constamment pour que cet esprit vive. Donc voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle Aube. Donc c'est une histoire assez caliente, comme on dit. Voilà, donc, et juste, donc voilà. Donc, exactement. Donc voilà. Donc Dossier interdit, tome 5. Donc, je m'arrête, donc s'il y a des questions. Muriel, je t'ai découvert à travers Pareil. Donc, mais depuis quand est-ce que tu écris exactement? J'ai écrit dès l'âge de 14 ans. Ok? Mais c'était des poèmes, des histoires douloureuses. Et puis j'ai arrêté pendant un bon moment. Et ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que j'ai commencé à écrire. Donc, ouais, j'ai commencé un petit peu tôt, mais j'ai arrêté pendant beaucoup de temps. En fait, je voudrais savoir si, Pareil, c'est pas un plaidoyer pour, on peut dire, l'acceptation des maîtresses, ou même la légalisation, pourquoi pas, de la polygamie en Haïti? Non, pas du tout. Je l'ai précisé dans plusieurs émissions dans lesquelles j'ai participé. Et dans Pareil, alors, j'ai d'abord choisi d'écrire sur les maîtresses, parce que non seulement je fréquente un homme marié, et en plus c'est un sujet que les gens, bon, ils savent très bien que les maîtresses existent, ok, d'accord, je sais, mon mari a une maîtresse, tout ça, mais ils évitent d'en parler. Ok, moi-même, et en plus, le plus souvent, lorsqu'un homme a une maîtresse, il dit souvent que c'est parce que, bon, c'est de manière financière, c'est parce que, ok, mon mari a de l'argent, peut-être qu'il prend soin de cette maîtresse, tout ça, mais ce n'est pas le cas. Moi-même, je touche l'aspect sentimental, parce que ce sont des humains. Il n'y a pas que l'argent, il arrive vraiment que ces femmes aiment vraiment cet homme marié, ok? Donc, c'est cet aspect que j'ai surtout touché. Et en plus, je ne peux pas dire que je prône l'acceptation des maîtresses, parce que dans ce livre, je parle des bons côtés et des mauvais côtés. Il y a les bons moments, il y a les mauvais moments avec ces personnes-là, dépendamment. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème dans leur couple. Néanmoins, ils sont des maîtresses, mais ils n'ont pas de problème dans leur couple. Avec ces hommes-là, c'est un petit peu plus difficile je peux dire, d'établir une relation avec eux. Parce qu'il n'y a pas de problème dans le couple. Mais quand il y a un problème dans le couple, c'est différent.
parce que là, l'homme a plus de temps pour sa maîtresse, parce que sa femme lui donne du fil à retordre, quelque chose comme ça. Donc, je ne prône pas la séparation. Au contraire, je dis à quel point c'est vraiment très difficile de vivre une relation comme ça. Extrêmement difficile. Donc, si on est fait de faire un choix, d'accepter si oui ou non, elle veut avoir une relation avec un homme marié, ça dépend. Si vous aimez la personne, bon, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir une relation avec cette personne, bien qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment faire avec cet homme. Par exemple, il y a des hommes qui disent, bon, moi, je ne veux pas avoir d'autres enfants. J'ai 2 ou bien 3 enfants avec ma femme, je ne veux pas avoir d'enfants avec une autre femme. Et la maîtresse, elle veut avoir des enfants. Comment est-ce qu'on peut s'entendre sur ce point? Donc, c'est un petit peu difficile. Donc, je ne peux pas dire que je prône l'acceptation des maîtresses en quelque sorte. Non. Donc, j'allais te poser la question, mais je pense que tu l'as clarifié que c'est inspiré d'une expérience personnelle. D'accord. Donc, Gary, je voulais te demander, est-ce que tu as laissé complètement ta carrière d'agronome et que tu vis uniquement de ta plume? Bon, il y a très longtemps que je ne pratique plus l'agronomie, mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme agronome et je crois que cette période m'a nourri mon écriture. Si je n'avais pas été agronome, je n'aurais pas pu écrire La piste des sortilèges, je n'aurais pas pu écrire Terre de bambou. Il y a une certaine connaissance du pays profond que je n'aurais pas eu. Et il y aurait des questionnements sur mon pays qui ne seraient pas miens maintenant, tu vois. Donc, c'est un métier qui m'a permis de découvrir des vérités, de mieux comprendre mon pays, de mieux comprendre des mensonges historiques, tout, tu vois. Donc, le métier d'agronome a fait ce que je suis actuellement. Donc, tu vis uniquement de ta plume, et même si on te proposerait un contrat alléchant en tant qu'agronome, tu ne vas pas accepter. Bon, et quand je dis écoutez, quand on dit on vit uniquement de sa plume, et les gens, bon, il faut bien préciser, c'est une façon de parler, parce que il faut me poser la question, est-ce que je vis uniquement de mes romans? Parce que la plume, parce que par exemple j'ai écrit des scénarios pour des films, j'ai écrit de la publicité, j'ai écrit énormément de matériel éducatif et par exemple un contrat avec une ONG pour je ne sais pas, pour un truc éducatif, pour un feuilleton je ne sais pas, pour n'importe quoi, écoute, ça te rapporte 3 fois plus qu'un roman, tu comprends? Mais c'est quand même ma plume qui me permet d'avoir ce type de travail. Donc, effectivement, je vis de ma plume, mais pas seulement de mes livres. Il y a quand même une nuance, tu vois. Si par exemple, quelqu'un m'appelle et me dit de lui écrire un scénario pour un film, écoute, c'est 3 fois, 4 fois plus cher que ce que peut me rapporter un roman. D'accord. Muriel, en fait, j'aimerais savoir, ma lecture du personnage de Rebecca, je vois que c'est une femme qui a une blessure affective. Donc, elle est blessée suite à son aventure avec un homme marié, mais après, elle rencontre un autre qui va le soigner et maintenant, elle s'apprête à se marier. Donc, je me demande, est-ce que tu penses vraiment qu'une personne qui a été blessée de cette façon peut ne pas se laisser habiter par la haine, par la colère et oublier totalement son passé pour aller de l'avant? Avant tout, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir du courage pour aller de l'avant. Il faut laisser son passé derrière soi, il faut tout laisser derrière soi. Et dans la suite, ce sera pour bientôt, dans la suite, tu verras qu'elle va refaire face à son passé, à cet homme marié-là. D'accord, je ne vais pas donner plus de détails. Donc, c'est pas facile, parce que parfois, on essaie d'avancer et puis, brusquement, le passé refait surface. Alors là, tout est chamboulé, on ne sait plus quoi faire et c'est pas facile. C'est ce que je peux dire.
Mais il faut vraiment, comme je te dis, avoir beaucoup de courage. Comme moi-même, j'ai beaucoup de courage et jusqu'à présent, je n'ai pas encore quelqu'un dans ma vie. Bon, je ne vais pas dire que c'est à cause de cette blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Je ne sais pas ce qui se passe ou je ne sais pas si c'est parce que je suis trop autoritaire, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais je peux dire que c'est pas facile. Il faut vraiment faire un grand travail sur soi pour pouvoir aller de l'avant et recommencer une nouvelle vie avec une autre personne. Gary, j'ai lu avec voracité ton recueil. Il y a 13 nouvelles et les 13 nouvelles sont excellentes, mais mon préféré, c'est Grand Malin. Donc, je vais te demander de me lire un petit extrait. De Grand Malin. En fait, il y a cette partie où tu expliques qu'on peut vendre des jours. Ah, je vois. Je me rappelle. J'ai oublié de prendre cette nouvelle. Oui, mais j'adore l'idée. Oui. Je crois. Attends. Ok. Je pense que tu peux commencer là. Il a son micro, oui. Non, pas ici. Et en fait, je vais un petit peu faire le résumé de Grand Malin. De préférence, oui. En fait, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, c'est le pacte avec le diable. Alors, bien sûr, quand on fait un pacte avec le diable, c'est toujours 10 ans de sa vie, 5 ans de sa vie, de donner un enfant, n'importe quoi, mais toujours quelque chose d'énorme. Alors, je me suis dit qu'il y a plein de gens qui souvent hésitent, c'est parce que ce que le diable demande, c'est trop énorme. Alors, il y a je l'ai appelé Grand Malin, il y a un démon qui a l'esprit d'entreprise. Il a compris que c'est dans le nombre qu'on peut faire du fric. Alors, ce qu'il fait, lui, il a détaillé son commerce. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, besoin d'un téléphone dernier modèle. Vous pouvez vendre un an de votre vie. Vous voulez un bon plat de homard, bon, c'est 15 jours. Un problème de loyer, bon, c'est 3 mois, tu vois. Et donc, vous pouvez détailler, discuter, et plein de gens défilent chez ce démon. Parce que maintenant, et ce qui est extraordinaire, c'est que le démon explique que dès qu'on demande moins qu'un an, le paradis, ça veut dire que le paradis n'enregistre pas le forfait le péché que vous commettez. Donc, dès que ça ne dépasse pas 1 an, donc Dieu, vous êtes safe. Le paradis n'enregistre pas. Donc, à ce moment, l'aime d'où ça, plein de monde a débarqué quand diable, tu sais, pour un téléphone dernier modèle, une petite voiture, n'importe quoi, tu vois. Tu as besoin de 1000, de sais pas, n'importe quoi, rapidement, 2 mois. Et ce qui est extraordinaire, dans ce livre, un certain moment, le personnage visite un supermarché que ce démon a ouvert aussi. Il a un supermarché. Et là, tu peux acheter n'importe quoi au supermarché en vie. Tu peux acheter une boîte de cornflakes pour 15 jours de ta vie. Tu vois, tu peux acheter ce que tu veux. Tu vois, ça va de quelques minutes à quelques mois, tu sais. Donc, mais c'est toujours en dessous d'1 an. Parce que depuis que ça dépasse 1 an, le paradis, tu es foutu. Parce que là, tu vas en enfer direct. Mais tout autant que ça reste en dessous d'1 an, c'est comme un avion qui vole très bas, les radars ne te détectent pas. Donc, voilà l'idée. Donc, tu me dis de lire un passage. Attends. Tiens, un moment. Attends. Ok. Voilà. Alors, je lis cette partie. Voilà. Alors, c'est le démon qui parle. Il dit: aux enfers, nous tenons les livres de toutes les transactions faites entre les démons et les hommes. Mon maître Lucifer a démocratisé, disons modernisé, le marché des pactes.
N'importe quel démon peut faire affaire avec les humains moyennant le paiement de taxes bien établies. Je comprends, dis-je. Donc, c'est René Wari qui parle aux démons. En fait, il parle avec un agent des impôts qui vient de l'enfer. Alors, je suais, la température de mon bureau avait augmenté de plusieurs degrés. Alors, alors l'agent des impôts de l'enfer parle. Quand vous donnez des années de vie à un démon en échange de la richesse, du pouvoir, de l'amour, de la beauté, je ne sais quoi encore, un pourcentage revient aux impôts lucifériens. Nous avons un service de contrôle qui ne badine pas. Le moindre contrevenant doit payer rubis sur ongle avec des intérêts sur les hauteurs. Sinon, il passe à la trappe. C'est une force, me disais-je. Quelque part, quelqu'un se payait ma tête. Mais ce James était bien là, devant moi. Il s'était matérialisé dans mon bureau par un processus qui avait bien à voir avec les pratiques infernales. Depuis plusieurs mois, M. Wari, nous avons détecté une anomalie dans nos livres, des pertes en années humaines. Au début, ce n'était pas trop significatif pour que nous puissions lancer une enquête. On s'est rendu bien vite compte qu'on avait là affaire à un fraudeur d'une audace remarquable et surtout d'une intelligence rare. Quel type de fraude? Il remit ses lunettes au visage. D'après les informations dont nous disposons, ce démon, plus que malin, a eu l'idée de détailler le paiement de vie. Depuis que l'homme est sur terre, nous échangeons des années. Les humains sont exigeants, mais c'est Dieu qui a établi les règles. Ce malin de démon a mis en place un système original, une véritable innovation. On peut avec lui faire les demandes les plus simples et payer en minutes, en heures, en semaines ou en mois. Tant que pour chaque demandeur, cela reste en dessous d'une année, il échappe à nos contrôles. C'est comme un avion qui vole très bas pour échapper au radar. Je fus ébahi. Ce que James disait était vrai, c'était une combine géniale pour un démon, une catastrophe pour ce pays. On peut hésiter à mentionner des années de sa vie, mais quelques heures, quelques jours, en échange d'une voiture neuve, de l'amour d'une femme, de tout ce qu'on pourrait désirer pour un bref montant de vie, cela pouvait attirer une énorme clientèle. Plus besoin d'aller faire antichambre chez quelqu'un pour un prêt à une banque, plus besoin de se rabaisser à offrir un orifice de son corps pour une somme d'argent. Quelques heures vendues au diable et résolu, un problème d'écoulage à payer, d'un ticket de voyage à acheter, etc. Un plat de nourriture, bégayai-je. Combien cela coûte-t-il? 1 heure, répondit James sans broncher. Mais il y a une différence entre un plat de poulet et un plat de homard. Voilà. Merci. Muriel, il y a cette partie où tu parles de ménage à 3 dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci. OK. La partie ménage à 3 dans le livre, c'est avec la dominicaine. OK. Et c'est une partie que j'ai inventée, que j'ai imaginée pour mettre dans le livre afin de mettre plus de piment. Et parce que moi, je n'ai jamais. Comment je peux dire? Tu n'as jamais essayé? J'ai jamais essayé avec une dominicaine. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait le avec une dominicaine, mais tu as déjà essayé. Donc, tu peux clarifier pour nous, tu n'as jamais essayé avec une dominicaine ou tu n'as jamais essayé? Je n'ai jamais essayé avec une dominicaine. Donc, et parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un pour faire un ménage à 3. C'est pas facile. Donc, j'ai trouvé le moyen le plus facile pour expliquer, pour écrire cette partie, parce que non seulement je côtoie beaucoup de bisexuels, je sais comment elles se comportent, je sais, bon, c'est pas facile, parce qu'il faut vraiment, il faut rentrer dans le lot, il faut être plus ou moins, bon, je vais pas donner trop de détails, mais c'est comme ça, c'est pas trop facile, surtout en Haïti. La personne ne va jamais dire que soit elle est bisexuelle ou bien elle est lesbienne, quelque chose comme ça, ok? Donc, moi-même, je ne vais pas susciter les gens je sais pas, à faire des trucs sur des choses comme ça, mais ce sont des choses, par exemple, on paie une prostituée pour faire un ménage à boire, c'est plus facile, en quelque sorte, ok? Parce que là, je ne vois vraiment pas comment j'allais expliquer. Comment trouver une bisexuelle ou bien une lesbienne dans le pays pour faire un ménage à boire? Donc voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que dans un ménage à 3, il ne peut pas avoir 2 hommes et une femme?
Bien sûr, il y a plusieurs. Très bonne. Il y a plusieurs types. Elle va Deux hommes et une femme, oui. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de ménages à trois. Il y a des ménages à trois, 2 femmes, 1 homme. Il y a des ménages à trois, 2 hommes, 1 femme. Il y a des ménages à trois, 3 femmes. Ou bien 3 hommes. Oui, c'est possible. Donc, il y en a plusieurs. Ok, pour ce, tu vois, le fait même de parler de ménage à trois, les gens voient d'abord 2 femmes, 1 homme. Parce que le plus souvent, c'est ça en Haïti. Mais il y a d'autres ménages à trois. Mais la personne ne va jamais dire j'ai fait un ménage à trois avec 2 hommes. Parce qu'on va la regarder un peu, je sais pas, de travers ou bien, tu vois. Donc, les gens préfèrent garder certaines choses pour elles. Et je leur comprends. Parce que c'est pas facile de rester en public ou du moins de parler avec ses amis et de dire voilà, j'ai fait telle expérience. Non. Moi, je connais des personnes, je sais qu'elles ont fait telle expérience et lorsqu'on leur pose la question, non, jamais de la vie, non. Donc, je crois qu'il y a, bon, je ne vais pas dire, non seulement il y a de l'hypocrisie dans la société haïtienne en matière de sexe, mais aussi il y a cette façon il y a notre mentalité, notre façon de penser, de dévisager les gens rien qu'en sachant certaines choses, sans même chercher à connaître la personne, sans même chercher à mieux fréquenter cette personne pour voir ce que la personne aime vraiment, qui est cette personne vraiment. Donc, ils disent n'importe quoi. Ils ne font pas vraiment attention à la personnalité de cette personne-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui préfèrent garder certaines choses pour elles. Telle personne n'a pas besoin de savoir si je préfère les femmes ou les hommes ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais vraiment que cela cesse parce que, bon, pour moi, je trouve que c'est pas trop intéressant. Gary, en lisant Aube, j'ai eu l'impression que c'était un hymne à l'amour. Est-ce que dans Aube, ce que tu veux dire, c'est que l'amour peut tout surmonter? Oui, ça peut paraître un petit peu faux, idéaliste, parce qu'en fait, cette femme qui est sous l'emprise de cet esprit démoniaque, qui la transforme en une nymphomane, ça veut dire que cet esprit se nourrit de ses orgasmes, de son énergie sexuelle. Et qu'est-ce qui va sauver cette femme? C'est un homme qui tombe amoureux d'elle et qui se rend compte que cette femme a un problème, tu vois. Et bon, malheureusement, je ne peux pas tout raconter comment. Je ne peux pas. Donc, je ne vais pas tout raconter. Mais effectivement, je sais pas. De toute façon, je pense que l'amour peut beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Aussi, dans tes ouvrages, je remarque qu'il y a beaucoup de recettes. Quand la personne va chez le Ougan, qu'on lui dit de mélanger ceci et puis tant de feuilles, ou bien qu'il faut aller chercher un œil d'un animal, etc. Donc, est-ce qu'il y a une part de réalité? Est-ce que ce sont des recettes que tu inventes totalement? Bon, il faut dire qu'il y a plein de recettes. Il y a plein de livres de magie qui vous donnent un tas de trucs. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est que la complexité de ces recettes, de ce qu'on demande, et parfois, demander qui j'aime moun l'en fait pour me joindre toute bagaille ça. Tu sais, parfois, tu as près d'une 50aine d'ingrédients à trouver. Et je me demande, est-ce qu'on ne fait pas exprès pour que tu rates un ingrédient et puis les balles n'ont pas marché pour rendre. C'est parce qu'on gagne ou pas de joindre, parce qu'il faut qu'il y ait une explication, tu vois. C'est toujours comme ça. Tu sais, nèg nan prend balle et puis là beaucoup dit même pour un balle ou te dit pas ta prendre balle ou quand dit ah mon balle ou pas de fait. C'est toujours ainsi, tu vois. Donc ce que j'aime faire c'est j'aime l'humour, j'aime la fantaisie. Donc bien sûr il y a ces recettes qui sont dans les livres souvent, mais moi j'aime bien parfois inventer pour m'amuser, tu sais, pour ridiculiser un peu certaines croyances, tu vois. Donc parfois je m'amuse à prendre une recette réelle, une recette qui est dans les livres, et puis je mélange, je joue avec pour m'amuser, pour la fantaisie, pour l'humour, tu vois.
D'accord. Pour perdre un peu aussi le lecteur, tu vois. En fait, Muriel, est-ce que dans ton entourage, on te connaissait déjà comme étant cette personne osée ou bien c'est ton livre qui a révélé cette facette? Et on me connaissait déjà comme personne osée, surtout et en se basant sur ma page Instagram. Parce que et, pour les gens qui sont abonnés à ma page Instagram, et bon, il y a non seulement les photos de femmes nues, il y a des textes aussi qui sont très osés. Et puis, je me suis dit, bon, en tant que personne osée, tout le monde sait que je suis osée, donc je vais rester osée, hein, je vais continuer. Et le livre là, la page de couverture, ce sera très osé. Donc, et puis je suis quelqu'un de très, comme je disais, je suis transparente en quelque sorte. Et je dis les choses telles qu'elles sont, je ne cache rien. Je suis transparente. Tu me poses une question, je réponds, je suis comme ça. Et si je dois te dire quelque chose, je te le dis franchement. OK? En ce sens-là aussi, je suis très osée. Si je sais que tu dois faire quelque chose, voilà, tu dois le faire. Tu peux être étonné. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et puis tu verras si tu aimes ou pas. C'est à toi de juger. D'accord? Donc, je peux dire que j'ai toujours été une personne osée. D'accord. En fait, en lisant vos ouvrages à Garia, toi, je ne pense pas avoir remarqué de maison d'édition. Donc, vos ouvrages sont à compte d'auteur. Oui, à compte d'auteur. Pourquoi ce choix? Et avant, j'ai pensé à faire, à sortir l'ouvrage à compte d'édition. Et parce que, bien sûr, comme jeune haïtien, je n'ai pas d'argent. Et puis, mais après, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a proposé une maison d'édition et puis qui m'a aussi donné l'idée. Et il m'a dit, bon, étant donné que tu n'as pas de métropole, tu fréquentes beaucoup de personnalités assez importantes, pour prendre le pas, demander à ces personnalités dans quelque sorte. C'est ce que j'ai fait, j'ai écrit une lettre. Et à chaque fois, je dis, je ne sais pas, un ministre, un sénateur, quelqu'un qui meurt. Et puis, je lui adresse une lettre, et puis voilà, soit cette personne m'aide d'une façon ou d'une autre, tout le monde, sa personne ne m'aide pas. C'est ainsi que j'ai pu réaliser mon projet d'ouvrage, en quelque sorte. Et disons que la maison d'édition n'a pas jugé nécessaire de mettre son nom, c'est parce qu'ils sont un peu conservateurs. Okay? Donc, ce qui ne m'interroge pas, c'est une autre édition. Oui. Gary aussi. Bon, moi, j'avais toujours publié à compte d'auteur avant de trouver une maison d'édition à l'étranger. Et bon, le compte d'auteur en Haïti, ça te rapporte beaucoup plus, bon, surtout si tu es un auteur connu. Mais quand même, un éditeur est toujours mieux. Moi, j'ai fait énormément de progrès quand j'ai commencé à publier dans une maison d'édition parce que dans une vraie maison d'édition, tu as un accompagnement, tu as des lecteurs, tu as des discussions autour de nos textes. Tu vois, un vrai éditeur permet à l'auteur de mieux comprendre son texte, tu vois. Et il y a un travail en profondeur qu'on effectue sur le texte quand on est dans une vraie maison d'édition. Et moi, je pense que si quelqu'un n'a jamais publié dans une bonne maison d'édition, et peut-être qu'il ne saura jamais ce qu'il est vraiment comme écrivain, tu vois. Et en fait, le vrai travail de l'éditeur, c'est de permettre à l'auteur d'aller le plus loin possible, tu vois. C'est la même chose un entraîneur avec un joueur de foot. Il faut que l'éditeur permette à l'auteur d'aller le plus loin possible dans son art. Et je crois que le travail avec mes éditeurs m'a permis d'aller plus loin, tu sais, de mieux comprendre ce que je faisais, d'avoir beaucoup plus de confiance dans mon travail. Ceci dit, en Haïti, publier à compte d'auteur, c'est peut-être beaucoup mieux. On gagne beaucoup plus à compte d'auteur en Haïti. Il faut, bon, il y a quelques maisons d'édition, il y a C3 qui fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que je pense qu'il faut vraiment en Haïti de très, très, très bonnes maisons d'édition parce qu'il y a beaucoup de talents qui vont peut-être se perdre, qui ne pourront jamais aller au bout de leur talent, justement parce qu'il n'y a pas ce travail qui se fait
sur les textes, sur l'écriture et sur la création. Muriel, il y a beaucoup de suspense dans Paris. Donc, je me demande, est-ce que je dois m'attendre à un deuxième tour? Oui, bien sûr. Je l'avais mentionné tout à l'heure. J'avais dit que dans la suite, Rebecca va devoir faire face à son passé parce que le marié va refaire surface. Et puis, il y a la suite aussi avec Karine. On ne sait pas si Karine est tombée enceinte ou pas. Donc, il y a tout ça. Donc, il y aura une suite. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire clairement qu'est-ce qui différencie ton livre de la pornographie? Différence entre érotisme et pornographie. Ok. Normalement, l'érotisme, c'est le fait d'écrire de manière très sensuelle, mais de ne pas non plus donner trop de détails. Normalement, c'est ça l'érotisme. Mais moi-même, étant donné que j'aime vraiment les détails, parce que moi-même, quand je lis quelque chose, je veux tous les détails. Je ne veux pas avoir à imaginer ce qui se passe après. Par exemple, je regarde un film, ils sont en train de s'embrasser dans leur vêtements, et puis après, là, je suis en train d'imaginer la suite parce qu'on a coupé. Du moins, ça s'arrête là. Non, je veux les détails, je veux voir ce qui se passe après. Ok? Donc, oui, j'écoute de l'érotisme, mais détaillé, je peux dire. Je ne peux pas dire que mon livre, c'est une pornographie parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a une histoire, il y a une façon de faire, je parle de l'orgasme, de la façon dont les femmes se sentent lorsqu'elles jouissent, les hommes, etc. Donc, je ne pense pas qu'on dit tout ça dans la pornographie. Donc, c'est ce qui différencie mon livre de la pornographie. En fait, Gary, en lisant Bokor, quand même, j'ai beaucoup ri. Mais est-ce que c'est pas aussi un message pour dire qu'il faut savoir quand s'arrêter, que l'homme n'est jamais satisfait? Oui, c'est clair. Et bon, malheureusement, encore, je ne pourrais pas raconter entièrement cette histoire. Je ne vais pas la raconter. Oui, c'est vrai, il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Mais malheureusement, quand on veut toujours en avoir plus. C'est ce qui va causer la catastrophe des protagonistes de cette nouvelle. Je ne vais pas la raconter, même pas. D'accord, je vais te demander de lire. Il y a un petit passage que j'aime je l'ai même souligné ici, dans cette nouvelle, quand tu parles du grain de sable, quand il y a des vides qui se créent dans les relations. Oui. Ici. Ce passage, j'aime ce passage. Alors là, c'est encore une autre nouvelle, je ne vais pas encore la raconter, donc elle veut que je lise ce passage. Oui, parce que ce passage me rappelle le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, quand il dit qu'il faut arroser sa rose. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va à cette agence parce que sa maîtresse, je ne sais pas trop, mais la femme qu'il aime a disparu. Il veut qu'on retrouve cette femme parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette disparition. Et puis, bien sûr, Wari pose des questions à ce type. Et puis, il répond, sexuellement, c'était une entente parfaite entre nous. Elle ne jouait pas la comédie. Et suffisamment roulé ma bosse pour ne pas me laisser berner par une femme. Et Wari répond, mais pourtant elle est partie, si je comprends bien. Dans toute relation, il y a toujours un grain de sable. Et lui de répondre, le grain de sable, monsieur Wari, crée des ratés dans la relation. Des petits ratés qui créent des vides, des malentendus, des erreurs, des indifférences. Et puis un jour, tout éclate. Il y a un processus dans la rupture. L'un des partenaires peut ne pas se rendre compte de la dégradation de la relation. Dans mon cas, monsieur Wari, rien de tout cela. Je suis rentré chez moi un après-midi et Chadli n'était plus là. Elle est partie en laissant toutes ses affaires. J'ai cru à un kidnapping qui a averti la police, aucune demande de rançon. Elle est partie sans laisser un mot, alors que ce même jour, on s'est quitté dans les meilleurs termes avant de nous consacrer à nos activités respectives. Disparu depuis 15 mois, jusqu'à ce qu'il y a 4 jours, quelqu'un la reconnaisse dans un bidonville de Saint-Marc. Merci.
Muriel, comment a été le feedback jusqu'à présent pour Pareil? Jusqu'à présent, je peux dire que c'est bien. Et les gens ont bien accueilli le livre en quelque sorte, parce que comme commentaire, j'ai surtout eu des gens qui me disent que oui, c'est bien de le faire parce que il est plus que temps que les gens changent, que les gens parlent du sexe, que les gens comment je pourrais dire ça, n'utilisent plus ou du moins ne tolèrent plus le sexe comme un sujet tabou. Ok, parce que on est en 2021, comme je viens de le dire, c'est plus que temps. De là jusqu'à maintenant, à dire que le sexe est un sujet tabou, de ne pas faire l'éducation sexuelle de ses enfants, tout ça. Donc les gens étaient pour le livre. Les gens disaient qu'il était plus que temps. Par contre, bon, il y a toujours d'autres personnes plus conservatrices, comment je pourrais dire, plus religieuses aussi, qui n'arrivent toujours pas à accepter certaines situations. Et parce que je crois que j'avais écrit un texte où, oui, non, c'est pas sur Instagram, où la femme, ok, il est marié, il est avec son mari, mais parce que tu sais, dans un couple, il y a une façon de faire. Il faut aussi, comme si pimenter, il faut être innovateur, je peux dire. Il faut apporter d'autres choses. Il ne faut pas tout le temps, il faut casser la routine. Voilà. Donc, la femme, elle voulait casser la routine alors que son mari voulait rester tel qu'il est, position missionnaire, quelque chose comme ça. Il ne voulait pas changer. Ok, puis la femme a rencontré un autre homme et c'était comme si c'était la première fois qu'elle baisait, ou du moins c'était la meilleure baisse de sa vie, quelque chose comme ça. Elle voulait du changement, elle voulait que son mari change, mais malheureusement, son mari était contre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de couples religieux qui confondent ce problème. Ils se disent qu'il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas faire, il y a certaines positions selon eux qui ne sont pas appropriées à des gens comme eux. Bon, moi-même, je ne comprendrai jamais ce genre de choses. Parce que moi-même, je suis vraiment très ouverte et je pense qu'on n'a qu'une vie à vivre, autant la vivre, surtout quand on vit en Haïti, beaucoup de stress. On peut même souffrir de dépression à force de subir des traumatismes, comme il y a le kidnapping, l'insécurité, tout ça. Il y a aussi des personnes qui ont perdu leur vie récemment, soit à cause de payer l'or ou des tas d'autres choses. Pourquoi encore comment je pourrais dire ça, se mettre des balises, refuser de faire s'empêcher de vivre en quelque chose? Il y a trop de stress. Donc il faut que là, au moins sur le plan sexuel, il faut quand même vivre comme on le veut, comme on le souhaite. Justement, il faut se sentir, il faut jouir. C'est important, il faut s'épanouir. OK? Donc, voilà. Donc, je vais te demander de nous lire un extrait. Donc, je te laisse le soin de choisir le passage que tu vas nous lire. Laisse-moi chercher. Pas de problème. Prends ton temps, chérie. Je t'écoute. Oui, je t'écoute. Ok, oui, bien sûr, j'aimerais être là. Bon, je peux dire une je vais dire une partie pas trop longue. Attends, laisse-moi dire quelque chose. Si vous avez des questions dans le public, vous pouvez quand même faire un petit signe. Donc, après que
Muriel ait fini de lire le passage, on va vous passer le micro. Il prit mes lèvres entre les siennes et m'embrassa avec folie. Ses lèvres étaient aussi brûlantes que son corps. Il parcourut chaque centimètre de mon corps avec sa langue et ses mains. Lorsqu'il arriva dans le compas de mes cuisses, je me cambrai sur le lit. Je ne pouvais plus supporter ses caresses. Il se trouvait sur l'une de mes parties magiques et il le savait. Je refermais mes cuisses. J'emprisonnais sa tête entre elles. Je n'en pouvais plus. Il me retourna sur le ventre et je fus le tour de mon dos, de tordre sous ses baisers ardents. Il empoigna mes fesses de ses mains et finit de les mordre. Je poussai des petites personnes. Il aimait cela. Il sourit, prit mes jambes, les porta contre ses lèvres et commença à les baiser de partout, encore et encore. J'adorais quand il le faisait. C'est comme s'il m'idolâtrait. J'aimais l'effet que cela me faisait. Mes jambes étaient entrouvertes et délicatement appuyées sur son torse, de chaque côté de ses épaules, pendant qu'il continuait à embrasser mes jambes. Puis, d'un geste soudain, il s'avança encore plus près et introduisit brusquement sa bite en moi. Un cri s'échappa de ma gorge. J'aimais cette façon de me pénétrer avec rage. J'écartai un peu plus les jambes et laissai tomber l'une d'elles sur ses cuisses pliées sur le lit, afin de mieux savourer les mouvements de son sexe, tandis qu'il continuait à me baiser l'autre jambe tout en me défonçant la chatte. Il avait cette manière perverse de me regarder avec passion de ses yeux à demi-clos. Il saisit l'autre jambe qui se trouvait sur mes cuisses, plia les deux et les déposa sur ma poitrine de manière à ce que mes genoux soient adjacents à mes seins. Je gémissais sur ces mouvements qui s'amplifiaient en moi. Il était prêt à me prendre, prêt à perdre tout moyen et tout contrôle. Je m'agrippais au drap, puis ce fut le tour de l'oreiller, puis de ses bras, puis de sa tête. Et merde, franchement, je ne savais plus quoi faire de mes mains. Après quelques minutes, il déplia mes genoux et continua dans la position du missionnaire. Je croisais mes pieds sur ses fesses en mouvement, puis les décroisai. Il mit un oreiller sur mes fesses afin de faciliter les frottements entre nos organes afin de se laisser choir sur mon corps. Il reprit avec ses mouvements tout en m'embrassant à perdre haleine. Mon corps frissonnait au contact du sien. Son corps était tellement brûlant de fièvre que ça me donnait la sensation de baiser avec un volcan. Le feu de passion de ce dernier consumait mon corps à un point que même les pompiers seraient incapables d'y intervenir. Oui, vous pouvez faire un petit signe si vous avez une question. Oui. Ah, en fait, je voulais demander à Mme Muriel la façon, c'est mon expérience, l'auteur qu'elle a aimé, ici, ailleurs, peut-être, Et les auteurs que j'aime, comme auteur étranger, j'aime beaucoup Guillaume Musso. Et comme auteur haïtien, j'aime Ange Bernardo. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré cette livre. Je pense que ce sont ces livres qui m'ont inspiré. J'aime aussi Margaret Papillon. J'ai adoré la originale. Et j'aime Gary Victor, bien sûr. Et je n'aime pas parce qu'il est là. Je suis fière aussi, je l'aime bien. Excuse-moi, Gary, je vais donner ce micro au public et puis on va noter les infos. Merci. Oui, vas-y. Bonsoir. Ma question, c'est pour Muriel Mishma. J'ai vu que vous avez abordé votre relation avec mon mari avec une telle aisance, une telle facilité. Est-ce que... Tout de suite. Ok. Donc, si bientôt vous demandiez,
est-ce que ça vous fait réaliser que votre mari ait une relation extra-conjugale? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes une écrivaine uniquement érotique? Et pour la première question, est-ce que cela me fait du bien que mon mari ait une relation extra-conjugale? Étant donné que je ne suis pas encore mariée, je ne sais pas comment j'allais m'entendre. Je ne sais pas comment j'allais me comporter, mais je suis sûre, même si je ne suis pas encore mariée, que j'ai un mari qui a une relation conjugale, extra-conjugale, j'allais tout faire pour le récupérer. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de me tromper. C'est naturel. Je sais tout simplement que je peux récupérer mon mari, c'est tout. Et l'autre question, je me sens bien dans l'érotisme. J'aime dire que je suis une écrivaine érotique, mais je n'écris pas que de l'érotisme. Je peux écrire sur d'autres sujets, mais je pense que je me sens mieux, beaucoup mieux dans l'érotisme. Oui, je trouvais qu'il y avait une parole, en tout cas, d'émancipation autre, au-delà de la sexualité. Comme quoi, dire qu'en tout cas, je vais être le mari, donc le mari est central, il est princier. Je trouvais qu'il y avait autre chose qui est peut-être dans le temps, vous voyez, comme quoi, et j'ai aussi le droit, de faire ce qu'il a fait, parce que nous sommes libres. Je trouvais qu'il y avait une parole d'émancipation et qui va au-delà de cette petite totalité. Je parle. Voilà. Quand vous dites que vous avez récupéré votre âme, donc c'est une quête, disons une conquête, une reconquête. Reconquête, voilà. Et du coup, le mari devient une possession, voilà. Et comme quoi, s'il vous trompe, vous allez tout faire pour la récupérer, en tout cas pour les récupérer. Et, il est précis alors, il est central. Et je voyais qu'il y avait une autre parole d'émancipation. Dans le sens que je le vois de faire ce qu'il a fait. Ils peuvent tromper, moi. Je croyais qu'il y avait ça, au-delà de cette question de qualité. Il y a aussi ça, mais je suis mieux placée pour savoir que lorsqu'on le fait, lorsqu'on fait du tapotage, et le plus souvent, je ne veux pas dire que ça fait peur, mais on ne se sent pas bien vraiment. Parce que l'homme, il peut juste choisir de coucher avec une femme. Mais une femme, pour coucher avec un homme, il faut au moins qu'il y ait une attirance, un lien, quelque chose comme ça. Il faut que cette femme, il faut avoir un lien. Les femmes ne font pas comme ça, les hommes. Ok. Il y a une différence vraiment fondamentale entre l'homme et la femme, c'est un discours qui, en tout cas, qui ne correspond pas au discours de l'émancipation. Non. On dit l'homme, en fait, et nous sommes différents, voilà. Laisse-moi te dire. On peut être émancipé, mais le fait d'être émancipé ne veut pas dire pour autant qu'on fait tout ce qu'on veut sans aucune règle. Il faut de la discipline. Oui, je peux faire ce que je peux, je peux avoir une union libre, mais néanmoins, il faut une discipline. Parce que si, par exemple, je veux récupérer, ce n'est pas en trompant mon mari que je vais le récupérer. Okay? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le... Oui, je peux le tromper si je veux, mais en le trompant, qu'est-ce que je vais y gagner? Au contraire, je veux qu'il revienne. Si, comme je peux dire en créole, si n'est là bon pour moi vraiment, c'est pas bon pour moi, m'a pris l'année, mais si n'est là bon pour moi vraiment, ma pote n'est pas en fait, ma pote manque quelque. Merci. Bravo, j'aime bien ça. Merci. Ma question, ça vient pour Muriel. Non, ça va, au wine, ça va, laisse ça parler, c'est bien. Déjà, je veux savoir, est-ce que Muriel est prête à recommencer une relation avec un homme?
Il faut comprendre une relation avec une femme. Oui. C'est dur aussi une relation avec une femme. Oui. Bon. On n'en parle pas vraiment, mais c'est dur. C'est dur. On n'en parle pas. J'en sais quelque chose. Ah. Ah bon? Il faut écrire là-dessus. Pour répondre à la question, Oui. non, je ne vois pas. Voilà, J'ai 31 ans, je vais avoir 22 ans. Il a plus que le temps que j'aime mon mari. Donc, je ne pense pas que je passe mon temps à fréquenter des hommes moyens ou quelque chose comme ça. Non, je vais te poser la question. Oui. Je veux que tu me poses la question. Je peux te dire que c'est moi qui pose la c'est question. moi, oui. Attendez, Gary veut savoir pourquoi est-ce que personne ne parle à quel point c'est difficile d'avoir une relation avec une femme mariée. Ah! Oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais moi, je voulais savoir comment ça se passe entre les jeunes, les hommes et les femmes mariées. Mais j'ai choisi d'écrire sur les maîtresses et les hommes mariés. Peut-être que, je ne sais pas, notre écrivain, quelqu'un d'autre pourrait le faire avec les femmes mariées. Peut-être que je le ferai. Ah oui. Oui. Les femmes ne sont pas mariées. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. Bonsoir. Bonsoir. Ma question elle est pour Gary. Enfin. Je suis une très grande fan et malheureusement c'est la première fois que je me rencontre. Je dis malheureusement parce que j'ai fait cette rencontre assez tard et je me lis depuis je veux dire 14-15 ans. J'ai lu beaucoup de livres de vous. Ma question c'est à propos de la SAD. Est-ce que c'est votre dernier roman? Le dossier interdit, est-ce que la SAD va disparaître? Est-ce que dans un autre roman, on ne va pas trouver René Ouari même en tant que personnage secondaire? Bon, je pense jusqu'à date que c'est un épisode qui est clos avec le 5e tome, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne pourrai pas ressusciter René Ouari et la Société anonyme de désenvoûtement. Je trouve qu'il y a c'est un beau sujet et il y a lieu à de très belles situations, tu vois, surtout dans un pays comme Haïti, tu vois, donc peut-être. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse définitive, tu vois. Bonsoir, ma question est pour Muriel. Depuis tout à l'heure, j'ai pu remarquer que vous posez vraiment des questions sur le contexte sexuel du roman, puisque normalement c'est un roman érotique. Mais est-ce que, je me demandais comment toi, en tant qu'auteur érotique, tu gères l'hypersexualisation que l'on te porte dans tous les médias, ou on va dire dans les questions, où dès que tu es invité quelque part, on hypersexualise tous tes textes ou tout ce que tu fais. Certes, et avec la question de la demoiselle supérieure qui vous demandait, est-ce que tu étais un auteur érotique? Moi, je me demande, comment tu gères le fait que les gens ont tendance à hypersexualiser et tes œuvres, tout ce que tu fais, ta page Instagram et tout ça? Oui, en effet, j'ai toujours eu des problèmes en ce sens. Les gens ont parfois du mal à différencier l'auteur de la personne. Oui, j'ai fait des textes érotiques, mon roman est érotique. Ça, c'est Muriel Mishma, mais Muriel Joseph, c'est autre chose, c'est une autre personne. Je peux aimer le sexe, mais cela ne veut pas dire pour autant que je suis comme une nymphomane ou je pense tout le temps au sexe ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui pensent que je suis tout le temps active, 7 sur 7, 24 sur 24. Juste parce que... Juste parce que j'écris des textes érotiques, parce que je publie des choses érotiques, ben, j'aime ça sur WhatsApp, j'aime ça sur Instagram, j'écris de l'érotisme, c'est tout à fait normal pour moi de publier des choses en rapport avec l'érotisme.
ok? Mais les gens ont vraiment du mal à faire cette différence-là. Par exemple, j'ai l'impression que s'ils me voient quelque part, ou du moins, lorsqu'ils me regardent, ils disent toujours, oh, mais tu es différente, comme si je devrais être, comme si, je sais pas, m'habiller de manière vraiment extravagante et très, très, très décolletée, quelque chose comme ça, et tenue vraiment, vraiment, je sais pas, quelque chose comme ça. Lorsqu'ils me voient, par exemple, lorsque je m'habille presque toujours comme une dame, et lorsqu'ils me voient, ils ont tendance, ils ont vraiment de difficultés à, comme ça, à faire cette différence. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se disent, surtout lorsqu'ils regardent mes photos Instagram, ils se disent, est-ce que c'est vraiment la même personne? Parce que quand je regarde la photo et que je regarde la personne, c'est une personne différente. Donc, les Haïtiens, bon, pas les Haïtiens, les hommes, c'est presque de la même façon pour les comédiens, par exemple, lorsqu'on regarde Toto Bichard avec ou sans maquillage, ils ont beaucoup de difficultés à l'accepter sans maquillage parce que le plus souvent, ils ont l'habitude de le voir avec maquillage. Donc, c'est presque la même chose. Donc, comment je gère? Bon, je gère du mieux que je peux, tout en leur faisant savoir que non, je ne suis pas sexuellement active tout le temps, 7 sur 7, 24 sur 24. Il m'arrive parfois de passer une semaine, 1 mois, 2 mois sans rapport sexuel. Donc, oui, et voilà. Je gère du mieux que je peux. Merci. Ok, la question suivante, c'est pour Gary. Comment êtes-vous arrivé à être un auteur aussi prolifique? Ah oui. C'est une bonne question. Bon, écoute, c'est par rapport à mon âge également. Quand on a 20 ou 30 ans, on écrit, c'est, écoute, mais je ne vais pas dire mon âge, mais quand même, quand on a 30 ans qu'on écrit, c'est normal qu'on ait beaucoup de livres derrière soi, tu vois quoi? Quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, forcément même. Je ne suis pas d'accord, Gary. Il y a des auteurs qui ont 30 ans, 40 ans qui n'ont produit que 3 ou 4 romans. Bon secret. Bon. Bon, mais parce que, écoute, j'ai commencé à écrire quand j'avais 14-15 ans. Et écrire a été toujours pour moi un exutoire. Tu vois, c'est un plaisir pour moi de créer des personnages, de créer des histoires. J'aimais tellement lire, à un certain moment, j'ai voulu me créer mes propres personnages. Tu sais, je vivais quand j'avais 14, 15, 16 ans, je vivais dans mes histoires. Tu vois, j'ai eu ma première relation avec une femme très tard. Tout se passait dans ma tête, tu vois, j'étais jusqu'à présent toujours aussi timide, un peu moins qu'avant, mais j'étais constamment dans ma tête, tu vois. Donc j'écrivais constamment des histoires, constamment. Et jusqu'à présent, c'est le même plaisir que j'ai à écrire des histoires, tu sais, je prends plaisir à écrire des histoires, à créer des situations, à créer des personnages. Donc, bon. Comment? Est-ce que vous écrivez chaque jour? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui est curieux, je peux passer 2-3 mois sans rien écrire. Mais dès que je pars dans un roman, ça me prend 5-6 mois. Je suis totalement dedans, tu vois. Mais écoute, je peux passer des semaines sans rien écrire. Actuellement, je suis un peu angoissé. Pas angoissé parce que justement, il y a quelques mois où je n'arrive pas à écrire une phrase, tu vois. Mais ok. Comment? Comment moins d'un an? Hein? Oui, peut-être, ça peut arriver. Non, ouais. Oui, j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Oui, bonsoir. Et j'ai une question qui peut-être va faire suite à tout ce qu'on a eu. Et je pense que Michel, c'est Michel. Donc, c'est le livre, d'abord, ça partait c'est un acte sur Eros. Et je voudrais savoir, comme toute écriture ou toute tentative de parler du sexe, de la sexualité, c'est un acte politique.
Et quel est ton rapport au corps? Le discours que tu portes sur le corps, comment tu vois le corps? Parce qu'on ne peut pas parler du sexe sans du corps. Donc, le discours sur le corps. Et puis, je vais ajouter. Et en fait, quand on parle de sexe au sein comme humain, ça dit quelque chose de l'époque. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle tout le temps uniquement du sexe, par exemple, ça peut témoigner que nous sommes dans une période où il manque un peu d'utopie. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut parler de changement de monde? Est-ce qu'on peut parler en tout cas, d'émancipation vraiment? C'est-à-dire que dire sexualité, c'est dire aussi un temps et une période. Et pas de sexualité, c'est pas de sexualité pour les mêmes. On parle de sexualité pour parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose au-delà de l'affaire de sexualité? C'est-à-dire que, est-ce que on voit le corps de la femme, de l'homme, de manière, de façon démonstratrice? Est-ce que ces sexualités pour elles-mêmes? C'est-à-dire, est-ce que la sexualité a d'autres donc, est-ce qu'il y a une Oh mon Dieu! Ok, d'accord. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Instagram, ils peuvent remarquer que je ne fais pas que parler de la sexualité. Et je conseille aussi les jeunes, parce que je rencontre souvent des jeunes, soit qui n'aiment pas leur corps, soit qui ne connaissent pas leur corps, soit qui ne savent pas comment se masturber. Beaucoup de jeunes filles qui ont été violées, qui n'arrivent pas à jouir, à atteindre l'orgasme, il y a tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai décidé de continuer avec ce que je fais, parce que je sais que je n'écris pas je n'écris pas le sexe juste pour faire plaisir aux gens, ou du moins parce que je sais que le sexe, ça se vend. Non. Je le fais parce que je sais que ça aide. Ça aide beaucoup. Et j'ai aidé beaucoup de jeunes en matière de sexualité. Je me souviens jusqu'à date, il y a une fille qui m'avait écrit sur Instagram pour me dire que j'ai des problèmes avec mon copain. Pourquoi? Parce que il me dit qu'on fait l'amour de la même façon. Je ne change rien, du moins je reste comme figée, je ne fais pas de mouvement, je ne sais plus quoi faire. Et il dit que je dois vraiment changer, sinon il va devoir, je ne sais pas, soit ou pour quelque chose comme ça. Et puis j'ai pris mon temps pour parler avec cette jeune fille, pour lui expliquer ce qu'elle doit faire, qu'elle doit d'abord apprendre à connaître son corps. Et en plus, qu'elle doit se donner, qu'elle doit s'adonner à cette relation, qu'elle doit se laisser aller durant les rapports sexuels. Ce qu'elle a fait le jour, je crois que c'était le jour de l'anniversaire de son copain, non seulement elle lui a fait une surprise, et en plus, le type, il a été vraiment impressionné par un changement radical. Il s'est demandé est-ce que c'était bien sa copine, parce qu'elle avait complètement changé. Complètement changé. Donc, mais ces temps-ci, le problème que je confronte, c'est avec les filles qui ont été violées, parce qu'elles vraiment, je ne sais pas comment faire, je ne sais quoi leur dire pour les aider. Parce que même si on essaie de parler à cette personne, elles vont dire, bon, tu n'as pas été victime de viol, donc tu ne sais pas ce que je traverse. Je connais une fille, elle est superbe, elle a un corps de rêve qu'elle déteste juste parce qu'elle a été violée. À 9 ans ou 11 ans, je ne m'en souviens pas. Elle dit que le sexe pour elle, elle le fait juste pour plaire aux hommes, juste pour faire plaisir à cet homme, mais elle ne ressent rien. Des fois, elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et je connais une autre, elle a été victime aussi, mais elle dit que
je commence à trop aimer le sexe. Pourtant, je le fais, c'est comme si je cherchais quelque chose. Parce que j'ai ça, mais je le fais. Je sais pas ce que je cherche exactement. Donc, je m'étais dit que j'allais étudier la sexologie dans le but d'aider ces jeunes filles, les aider à vivre, à jouir, parce que je pense que le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais que chaque personne soit épanouie. Je voudrais que ces femmes-là puissent jouir comme moi je joue quand je fais l'amour. Bravo. Oui, Mélissa. J'ai aussi les orienter vers les personnes qui sont les plus en et les aider aussi. Oui, j'ai essayé. J'ai fait passer le message dans une vidéo. J'ai même essayé d'entrer en contact avec Gaëlle Ben-Aimé, je crois qu'elle a été victime de tout ça, mais bon, si vous pouvez m'aider à les orienter, ce serait bien, parce que j'ai encore leur contact, donc j'aimerais bien les aider en ce sens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que c'est pour toi, oui. Non? Bon, parfait. Oui, nous comptons comme ça, qui a assisté deux mondes qui ont exposé, mais surtout Muriel qui a pris une question qui vraiment tabou, de laquelle on peut parler. Donc, c'est parole ça, de continuer à parler, peut-être dans des dimensions qui varient. Ma façon moi-même, bien que dans l'introduction, était en quelque sorte présenté les petits effets tout petits de tout pas être utilisé par être objet. Mais nous vraiment content là de profiter de et en ce qui concerne l'école. Moi-même, ma ça, mon environnement libre, c'est collaborateur de communication plus. N'importe livre, on a besoin pour même au test à côté de tu as besoin de livre, nous allons continuer, toujours, on va continuer à faire travail. La perfection peut souhaiter avoir besoin de communication plus. En quelque sorte, on a aimé, on a lu, elle me dit lit, à lire, j'ai dit lire, photo de couverture là pour moi, essayer de faire comprendre, est-ce qu'il y a un rapport étroit, un rapport coincé entre couleur avec sexe, et puis pour qui ça, c'est photo ça comprend, pour qui ça, mon qui sont, alors, on qui texte bleu dans mail, pour qui ça, tout c'est, pour qui ça, c'est, ok, ceinture ça, oui, ça c'est ceinture, parce que, moi, cette question, c'est parce que chaque jour, m'attendais, alors c'est des tabous, paquet de mythes que nous gagnons sur chaîne d'un pied, sur couleur, franchement, les photos de couverture. Okay. Et avant tout, et deux médailles qui sont là, c'est deux mondes que moi connais, c'est deux amis. Et premier, ça qui vient, comment ça qui passe dans cette chose-là, oui. Le moment de est-ce qu'on fait ensemble avec lui? Il dit oui, c'est donc nous, cette signature liée, c'est lui qui fait. Donc il dit que la bien belle. Il dit ok, d'accord, pas de problème. Donc, pour que ça c'est photo ça, pour que ça c'est page couverture ça que moi choisi. Premièrement, moi fait parce que nous sommes qui très osé. Deuxièmement, moi fait parce que le temps pour, comme si nous pas étonner le nous certaines choses, étonner le nous photo on fait qui tout étonner le nous de filles, étonner le nous de filles WhatsApp pour ne pas se soigner longtemps pour des séries de bagages. Troisièmement, moi je choisis photo deux filles qui parlent, il y en a murmuré dans l'oreille l'autre, c'est parce que livre là sur l'île, c'est deux filles qui racontent l'histoire, ils mettent à nu. Il y a météo à nous, il y a raconté leur histoire. Donc, moi, je choisis photo de filles tout unies pour expliquer, pour page de couverture. S'il y a des détails pour s'il y a des questions à poser. Ok. Ok, d'accord. Oh, moi, j'ai dit ça, c'est parce que tu allais aller.
Si on l'est, alors puisque mon tabac avancé, est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est à l'aise pour expliquer comme ça en version vidéo? Parce que Gary, tu as expliqué c'est le scénario. Ma vidéo est déjà, c'est de livres qui ont été vidéo. Est-ce qu'on est à l'aise? Je qu'on fait une vidéo avec texte, le cas fait film, est-ce qu'on est à l'aise pour livre pour là, il fait une vidéo avec, donc pour game monde qui a joué. Voilà. Parce que pour ça, madame, c'est ma à l'aise. Est-ce que ça n'est blanc? Bon, t'as bien content d'avoir de la format vidéo. Bien sûr. Tu as fini? Avance, oui, le avance. Ah, monsieur Polémon? Ok. Oui. Il y a des questions toujours? Tu limites le nombre de questions. Est-ce que tu penses à le côté 40 comme dans l'école, mais est-ce que tu penses à est-ce que tu penses éventuellement c'est à tu Et ça. Oui, moi, je fais une continuation dans l'école, mais déjà. Mais boulot? Non, beaucoup faire mes boulot. Mais moi, je fais c'est collège Immaculée. Marie Immaculée. Oui. Moi, je fais là, beaucoup passé dans notre école, mais. Et donc, maman pense à. Est-ce que vous avez lu le livre là? Enfin. Non, pas continuer. Elle peut bien lire, pourquoi pas? Oui. Ok. S'il n'y a plus de questions, on va. Bon, il y a 2 questions. Ok, on prend les 2 dernières questions et on passe après à la vaccination. Bonsoir tout le monde. Ma question c'est pour M. Gagnon. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, un grand auteur rime avec quelqu'un qui vit beaucoup? Ou bien pensez-vous que quelqu'un est né avec un ennemi pour l'écriture? Ou bien est-ce que ça vient au fur et à mesure en lisant beaucoup de livres? Moi, je crois qu'un auteur, tout simplement, il est obligé de lire beaucoup. Ou bien à un certain moment, il a lu beaucoup. Peut-être maintenant, je lis beaucoup moins qu'avant. Mais il fut un temps où je lisais un livre par jour. J'étais en lecture boulimique. Tu vois, mais maintenant, question de temps, je ne lis plus autant, mais je continue à lire. Oui, je pense que pour être un bon auteur, il faut lire. Il faut lire. Et bien, est-ce qu'on devient, est-ce qu'on est avec le talent? Est-ce qu'on, de toute manière, certes, il faut avoir le talent, et le talent peut se révéler avec la lecture. Tu lis beaucoup, à un certain moment, tu veux également écrire. Donc, je pense qu'il faut absolument lire pour devenir un auteur. Il faut lire beaucoup. Si on ne lit pas, il y a toute une série de mécanismes que tu ne vas pas posséder. Tu vois? Je pense que quand on lit énormément, tu as des instincts. Dans telle situation, immédiatement, tu as déjà plusieurs portes qui s'ouvrent dans ta tête parce que tu as tellement lu. Tu vois, il y a énormément de choses qui deviennent un peu plus faciles pour toi. Quelqu'un qui n'a pas lu, qui a un déficit de lecture, il aura certainement un déficit dans son écriture, dans sa création même. L'autre question. Et il y a une personne là. Ah, ok. Ok. Donc maintenant, après ce débat très enrichissant, je pense qu'il est temps pour tout un chacun de se procurer un exemplaire de dossier interdit et de pareil. Donc vous êtes invités. Pourquoi pas 2 ou 3. Donc
vous êtes invités à passer auprès des auteurs pour avoir votre exemplaire et une dédicace. Donc, je tiens à remercier Gary Victor et Muriel qui ont accepté cette invitation. Je tiens également à remercier le Centre Open Haïti, spécialement Madame Kathleen Moz, Mélissa Béralus. Je tiens à remercier Communication Plus, Madame Anaïs Chavenet. Je salue la présence de Wilson Poulémon de la Direction nationale du livre. Et également, je remercie Dell Media, Réclame la Caille, Bibliothécom, Léo Service et Nick Stevenson Jr. Donc, merci à tous, merci à ce beau public qui a participé avec nous. Et sans ce public, je pense que ce débat n'aurait pas été une réussite. Merci à tous.